Nous recevons Bernard de Montréal pour nous parler d'un sujet qui se veut très subtil et en même temps très concret, identifier sa programmation. En d'autres termes, reconnaître ce que l'on considère être le karma, le destin dans notre vie, évidemment dans un aspect individuel. Donc, nous recevons Bernard de Montréal pour nous parler de ce sujet. Dans le contexte de vie d'un individu, on retrouve souvent des événements qui semblent vouloir se répéter, revenir d'une façon tenace. Et évidemment, les gens qui sont un peu, disons, sensibles à une recherche dite spirituelle ou occulte ou ésotérique ont tendance à vouloir identifier cette répétition cyclique dans leur vie d'événements ou d'états comme étant du karma, de la programmation, une destinée. Bon, j'aimerais qu'on parle dans cette heure de l'aspect, je dirais, réel ou la vérité d'une programmation et surtout, disons, de sa source, de la raison fondamentale pourquoi un individu vit de la programmation. Est-ce que pour une première question, vous pourriez nous expliquer pourquoi un individu, fondamentalement, est manipulé par des cycles ou a à se vivre ou à s'exécuter dans des cycles de vie qui semblent se répéter au cours de sa vie, évidemment? C'est quoi votre question? La question, c'est savoir pourquoi il y a de la programmation. Pourquoi un individu a à vivre une programmation? Bon. Le thème programmation, c'est le mot programmation. C'est un thème qui indique la relation qui existe entre la vie de l'homme sur le plan matériel et la vie de l'homme dans les états psychiques de sa conscience. Quand on parle de l'homme, quand on emploie le terme homme, dans le fond, on emploie un terme qui ne représente pas totalement l'être humain. L'homme n'est pas encore sur la terre. Ce que nous avons sur le globe, c'est un être biologique qui a un certain niveau de conscience, qui a un certain niveau d'intelligence, mais qui est très très loin encore de l'exécution créative de son plein potentiel cosmique. L'homme n'est pas intégral, il n'est pas global, il est partiel. Et la partialité de sa conscience reflète des relations étroites entre des forces qui s'exécutent dans les éthers de sa conscience, dans l'invisible, et sa conscience dans la matière. Il y a un partage. L'homme n'est pas à la une. L'homme est un être divisé. Donc, il y a une partie de l'homme qui s'exécute dans l'invisible, il y a une partie de l'homme qui s'exécute dans le matériel, mais la partie de l'homme qui s'exécute dans le matériel n'est pas consciente de la partie de l'homme dans l'invisible. Donc, automatiquement, elle subit ce que vous appelez une programmation, c'est-à-dire qu'elle subit des contraintes. Et ces contraintes-là font partie de l'organisation invisible de la conscience humaine dans la matière. Si l'homme ne vivait pas de programmation, l'homme ne pourrait pas évoluer. Donc, est-ce que vous soutenez... Laissez-moi finir quelques minutes. Si l'homme ne vivait pas de programmation, il ne pourrait pas évoluer parce qu'il n'y aurait pas d'obstacle à son âme dans la matière. Il n'y aurait pas d'obstacle à sa conscience animale dans la matière. Il n'y aurait pas d'obstacle à sa conscience limitée dans la matière. Donc, la programmation lui crée des obstacles, et avec l'évolution de sa conscience, avec l'évolution de la science de l'invisible, avec l'évolution de la science de sa programmation, ou des lois qui sous-tendent l'invisible dans la matière,
l'homme peut en arriver dans le monde matériel à éventuellement établir une relation étroite, bien définie entre l'invisible et le matériel, et de ce fait neutraliser sa programmation, c'est-à-dire devenir libre. Donc, quand on dit que l'homme a une programmation, on dit que l'homme n'est pas un être libre. Il a un libre arbitre, mais ce libre arbitre-là n'est que la réflexion psychologique de l'ego par rapport aux possibilités de sa conscience dans la matière. L'homme n'est pas un être libre. S'il était libre, il ne souffrirait pas. S'il était libre, il ne connaîtrait pas la mort que nous connaissons. S'il était libre, il travaillerait en étroite relation avec les forces dans les mondes invisibles qui sous-tendent la réalité du cosmos matériel. Donc, pour que l'homme en arrive à cette évolution, il doit connaître une certaine programmation qui dure un certain nombre de vies, de cycles de vie, et éventuellement, selon l'évolution de la science, selon l'évolution de la conscience sociale, selon l'évolution de l'homme lui-même, il y a équilibre. Il y a cessation de la programmation et il y a début de conscience créative sur le plan matériel. Est-ce que vous soutenez que la programmation que l'on perçoit, du moins en tout cas quand on fait une recherche quelconque, c'est l'exécution d'une partie de notre psychique ou d'un psychique qui est dans l'invisible? Ça dépend. La programmation peut être directement le produit de l'intervention d'entités dans le monde astral de la mort, ou la programmation peut être l'intervention directe de forces cosmiques, hiérarchiques, créatives, qui sont à la source du phénomène de la pensée, qui évoluent dans les éthers du mental supérieur. Et ça dépend, ça fait partie de l'évolution de l'homme, de se fixer à un niveau ou à un autre, c'est-à-dire à un niveau astral ou à un niveau mental, pour en arriver à finalement comprendre sa programmation. Si l'homme est en connexion, si l'homme est connecté consciemment ou inconsciemment avec le plan astral, c'est évident qu'il ne pourra pas se déprogrammer dans une vie parce que il vivra toujours sa vie humaine inconsciente de façon naïve, c'est-à-dire qu'il ne connaîtra pas les lois de la vie. Il sera totalement assujetti aux lois de la mort. Par contre, si l'homme en arrive éventuellement à être en contact télépathique mental avec les hiérarchies cosmiques de l'intelligence, il pourra, une fois qu'il aura pu soutenir cette grande absorption d'énergie nouvelle, il pourra comprendre les lois de la vie, les lois de sa vie, les lois du mental, les lois de la mort, les lois de sa conscience, les lois de l'émotion, les lois de la mémoire, ainsi de suite, et s'affranchir de la programmation pour en arriver à une certaine fusion éventuellement et en arriver à une personnalité totalement intégrée. Quand on vous écoute, on a l'impression qu'une programmation, ça a un caractère collectif, c'est-à-dire que c'est des lois qui s'appliquent à tout le monde de la même façon. Pour bien des gens, quand les gens parlent de programmation, ils ont tendance à identifier ou à penser qu'une programmation, c'est personnel ou c'est individuel. Est-ce que, dans un sens, la programmation, c'est totalement individuel ou totalement collectif, ou c'est un mélange des deux? La programmation, c'est individuel, mais elle s'unit à une programmation collective. Par exemple, si vous êtes né au Canada, bon, vous vivez une programmation personnelle, à l'intérieur d'une programmation collective. Le Canada, aujourd'hui, par exemple, est en train de passer à travers une programmation évolutive. Donc, l'individu, lui, qui est plus évolué, subit moins la programmation collective. L'individu moins évolué subit grandement la programmation collective. Par exemple, prenons par exemple un type comme un type qui vivrait au Liban. Un Libanais qui serait très évolué sortirait du Liban. Il ne vivrait pas la terreur qui se fait sentir là-bas. Il s'exilerait, quitte à revenir plus tard. Donc, il y a deux programmations, une collective, une individuelle, et celle qui est individuelle doit être suffisamment éveillée à la conscience de l'individu pour qu'il puisse se libérer de la programmation collective. OK. Donc, une personne qui est dans une étape de sa vie ou de sa conscience où il entame un processus de déprogrammation, donc individuel, se dégage automatiquement de la collectivité. Graduellement, oui.
OK. La question qui suit maintenant, c'est qu'il y a des lois dans une programmation. En informatique, du moins, quand on a un programme, c'est généralement pour exécuter une certaine fonction particulière. Est-ce qu'un individu, lorsqu'il a à la naissance une programmation, est figé dans une sorte de contrat dans sa vie? Est-ce qu'il a des choses qu'il doit absolument exécuter? C'est-à-dire est-ce qu'il doit traverser une sorte de contrat pour pouvoir se libérer de sa programmation? Ou s'il peut terminer ou éliminer son contrat avant un certain résultat? Est-ce qu'on doit, dans une programmation, atteindre un résultat quelconque? Une question intéressante. Quand l'homme s'incarne, ou quand l'âme s'incarne, effectivement, l'homme est régi par une programmation, c'est-à-dire qu'il doit passer à travers certaines expériences, et comme il est inconscient, c'est très facile pour lui de passer à travers ces expériences-là, parce que il vit à ce moment-là ce que j'appelle une programmation fermée. Par exemple, une personne qui est inconsciente et qui devient consciente voit la différence absolue entre son inconscience antérieure et sa conscience ultérieure. C'est comme deux vies mentales différentes. Okay. Donc, dans une conscience, dans un état de conscience mentale ultérieure, l'homme ne peut plus vivre sa vie à l'intérieur d'une programmation fermée. Il peut vivre sa vie à l'intérieur d'une programmation ouverte, mais pas fermée. Et la différence entre les deux, c'est que quand l'homme ou les hommes, les masses humaines en général, les hommes vivent une programmation fermée, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune idée de la raison pour laquelle ils sont sur la Terre. Okay. Ils n'ont aucune idée où ils s'en vont sur la Terre. Ils peuvent avoir une idée où ils s'en vont dans le commerce, mais ils n'ont aucune idée où ils s'en vont sur la Terre. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune idée de ce que veut dire ou de ce que représente le phénomène de la conscience humaine. Ils sont réellement des êtres semi-conscients ou très inconscients qui réagissent à des impulsions de cette programmation-là. Et s'ils ont une bonne programmation, ce que vous appelez souvent un bon karma, bon, ils vont avoir une bonne vie, une vie suffisamment facile, malgré qu'ils auront les heures nécessaires qui font encore partie de la programmation. Autrement dit, que vous soyez riche, que vous soyez beau, que vous soyez ci ou que vous soyez ça, l'homme vit toujours dans sa vie des défaites qui font partie de son expérience. Mais il y a des hommes qui ont des programmations beaucoup plus alléchantes que d'autres. Et quand on tombe à des niveaux où des individus vont vivre de grandes et de belles programmations, on prend un type comme Bob Hope, par exemple. Mais ces gens-là ont une certaine mission sur la Terre. Bob Hope, il a une mission sur le plan matériel, dans ce sens que sa fonction, c'était de représenter au monde qu'en Amérique, ou dans le monde occidental, mais surtout en Amérique, il y avait une relation étroite entre, par exemple, le gouvernement militaire et un certain amour pour ses soldats, dans un sens très américain du terme. Autrement dit, les soldats américains ne sont pas simplement considérés en Amérique comme de la viande. De la chair à canon. Bon, de la chair à canon. Donc, ce type-là, ce Bob Hope, c'était sa mission. Bon, c'est une âme qui a un certain niveau d'évolution, donc il a eu une belle vue, il a eu une grande vie. Donc, c'était sa programmation. Mais il demeure toujours que ces êtres-là vivent à l'intérieur d'une programmation fermée. Et l'homme doit en arriver à vivre dans une programmation ouverte. Ça, c'est le début de la conscience mentale supérieure. Puis un jour, l'homme en arrivera à être totalement déprogrammé, c'est-à-dire qu'il en arrivera à cause de la conscience intégrée de son être, à cause de sa capacité de vivre simultanément sur tous les plans à la fois, d'être totalement libre de toutes les formes de programmation. Donc, à ce moment-là, l'homme connaîtra sa destinée, et ainsi de suite, ainsi de suite. Okay. Quand vous parlez de programmation fermée, vous avez laissé aller le mot mission. Les gens qui se sentent comme dans une sorte d'intérêt à s'en aller dans une mission, quand ils ont l'occasion, en tout cas, de structurer leur façon de travailler ou leur façon de vivre dans une mission, ils vont utiliser ce mot, ils vont se donner une mission. Vous parlez d'une programmation fermée. Est-ce que l'individu, lorsqu'il a terminé son contrat, ou lorsqu'il lui a été donné l'occasion de sentir qu'il a été à la limite de sa mission, est-ce qu'il tombe automatiquement ou est-ce qu'il va automatiquement vers une programmation ouverte? C'est quoi le passage de la programmation fermée à la programmation ouverte dont vous avez parlé? Le passage de la programmation ouverte, c'est la conscience, à un niveau ou à un autre.
que ce soit une conscience intuitive, ou que ce soit une conscience ésotérique, ou que ce soit une conscience plus occulte, mais ça demande que l'individu ait une certaine conscience des lois cachées de la vie, des lois de l'invisible par rapport à la vie. Ça mène vers l'ouverture de la programmation. Donc, c'est une ouverture vers l'invisible qui vous passe. C'est une ouverture vers l'invisible, oui. OK. Donc, ça veut dire qu'un être est dans une programmation dite fermée. Il va répéter de façon mécanique, de façon cyclique, des attitudes, des états d'âme et certains comportements avec sa collectivité, tant et aussi longtemps qu'il n'a pas une vision réelle de l'invisible. C'est ce que vous dites, non? Oui. Bon. Oui, parce qu'une fois que l'homme a une conscience, ou une certaine conscience de l'invisible, il commence à apprendre des principes de la vie invisible par rapport à la vie dans la matière. Donc à ce moment-là, il commence à cesser un peu de vivre d'expérience. Il vit moins d'expérience. Alors que l'homme qui vit à l'intérieur d'une programmation vit énormément d'expériences. Ces expériences-là se raffinent, où on dit l'homme prend de l'expérience, mais il est toujours dans le flux et le reflux de l'expérience. Il n'est pas dans la conscience créative. OK. Bon, ce contact dont on parle avec l'invisible, cette conscience de l'invisible, est-ce que c'est simplement de l'information, disons exemple dans une conférence, qu'on peut absorber intellectuellement, une connaissance quelconque? Est-ce que c'est suffisant pour permettre à un individu de s'abandonner vers une nouvelle forme de programmation dont vous avez mentionné le mot ouverte? Est-ce que c'est suffisant d'être simplement informé pour passer à cette étape de conscience, de programmation ouverte? Ou s'il faut quelque chose de plus? L'information va agir sur l'esprit, donc l'information va éveiller l'esprit à lui-même. Mais pour que l'homme en arrive à être libre, même à l'intérieur de sa programmation ouverte, il faut qu'il soit réellement conscient de l'invisible. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'un homme passe de la programmation fermée à la programmation ouverte que c'est fini son problème. Oui. Parce que les dangers de l'homme à l'intérieur de la programmation ouverte sont plus grands encore qu'à l'intérieur de la programmation fermée. C'est pour ça qu'on dit souvent, il y a des gens qui vont dire souvent, ce qu'on ne sait pas, ça nous fait pas mal. Tous les gens qui ont vécu une certaine conscientisation vont dire, mais quand j'étais inconscient, j'avais moins de problèmes qu'aujourd'hui, dans ce sens que quand j'avais inconscient, j'avais ma job, j'avais mon TV, j'avais mon boulot, j'avais mon argent, j'avais mon char. Tandis qu'aujourd'hui, je suis conscient, et je comprends plus de choses, mais on dirait que la vie m'assaillit encore plus. Hein? Alors, le problème avec le passage de la programmation fermée à la programmation ouverte, ou donner conscience à la conscience, ou à une certaine conscience, c'est que l'homme, même s'il a accès à une certaine conscience, il n'est pas intelligent dans sa conscience. Parce que être conscient ne veut pas dire être intelligent. Être intelligent veut dire abattre, neutraliser, arrêter complètement le pouvoir de la programmation sur sa vie. Alors que l'homme qui a une certaine conscience, ou l'homme qui prend conscience de l'invisible, ou l'homme qui commence à contacter ou à être en communication avec l'invisible, surtout s'il est en communication avec le plan astral, il peut vivre des expériences extrêmement pénibles, dans ce sens que, ne connaissant pas les lois occultes de l'invisible astral, et ayant une communication en plus, et n'étant pas dans son intelligence en plus, peut vivre des expériences avec l'astral qui peuvent être extrêmement retardataires, troublantes, difficiles. C'est évident, si vous me demandez est-ce que c'est mieux pour une personne d'être dans une programmation fermée que d'être dans une programmation ouverte, je vais vous dire, à long terme, c'est mieux d'être dans une programmation ouverte. Mais par contre, dans une programmation ouverte, dans ses débuts, autrement dit, dans un mouvement de conscience, dans un mouvement de l'homme vers la conscience, il n'est pas sorti du trou. C'est que, si je peux m'exprimer... Parce que dans la programmation fermée, l'homme a à comprendre les lois du monde. C'est ça. Comment fonctionner dans le monde matériel. Alors que dans la programmation ouverte, il doit apprendre à fonctionner avec le monde invisible qui devient plus conscientisé et en même temps bien fonctionner dans le monde matériel. Donc c'est une double vie. Une personne qui est consciente vous dira, il faut que je travaille, ou je suis en relation avec des plans. Je suis en communication avec des plans, j'ai une certaine conscience des plans, et en même temps, je dois travailler à la bouffe à tous les jours.
Je dois travailler dans le monde tous les jours. C'est pour ça que beaucoup de personnes qui passent de la programmation fermée à la programmation ouverte, dans les premiers cycles de cette expérience, on les retrouve souvent dans un esprit néantique. On s'aperçoit souvent qu'ils sont, comment vous dites, flyés. Ils ne sont pas groundés. Ils ont de la difficulté à travailler dans l'industrie. Ils ont de la difficulté à maintenir un boulot. Ils ont de la difficulté dans leur mariage. Ils ont de la difficulté à manipuler la finance. Ils ne sont pas capables de faire les deux. Ils ne sont pas capables de vivre une vie mentale intégrale. Ils vivent une vie mentale qui a été occultifiée ou occultée, et ils perdent contact avec la matière. Donc, ils devront passer de la programmation fermée à la programmation ouverte à l'intelligence intégrale. Et c'est ça qui est long. Est-ce que le passage de la programmation fermée à la programmation ouverte est inclus dans la programmation fermée? Il fait partie de la programmation fermée, oui. Donc, on est né pour passer à une autre forme. On est né pour passer à une autre forme de conscience, oui. Bon. C'est déjà écrit. C'est déjà écrit. Oui. Donc, partant de ce principe-là où on n'a finalement aucun contrôle dans le fermé, ça va de soi, et qu'on n'a, semble-t-il, aucun contrôle dans la programmation ouverte, pourquoi ne pas se laisser tout simplement aller dans les vies à ce qui se produit, c'est-à-dire sans créer de résistance? Ça irait pas mieux comme ça? Qu'est-ce que vous voulez Être dire? fataliste, en d'autres termes. Dire, si ça doit arriver, ça doit arriver. Pourquoi pas se laisser vivre dans un principe de laisser aller? Si tout est programmé. Quand vous êtes dans une programmation fermée, vous ne pouvez pas penser comme ça. Non, c'est correct, mais dans la programmation ouverte, oui. Quand vous êtes dans une programmation ouverte, vous ne pouvez pas penser comme ça au début parce que vous êtes trop impliqué dans la programmation ouverte. Autrement dit, dans la programmation ouverte, l'homme vit trop d'illusions spirituelles, ou d'illusions occultes, ou d'illusions ésotériques, ou d'illusions de certaines sortes. Et c'est au cours des années, lorsqu'il dépasse, lorsqu'il grandit, lorsqu'il évolue, lorsqu'il devient intelligent, à travers ou au-delà de la programmation ouverte, que là, à ce moment-là, il peut dire, ou il peut vivre, comme vous le dites. Mais à ce moment-là, le travail est fait, et les bavures ont été rayées de la carte. Donc, l'objectif de toutes les programmations ouvertes ou fermées, c'est de faire voir à l'individu qu'il n'y a aucun contrôle sur rien. L'objectif des programmations... Ah, ça, c'est bien ce que vous dites. L'objectif des programmations ouvertes ou fermées, c'est de faire réaliser à l'homme qu'il n'a pas le contrôle sur sa vie. Par contre, dans la programmation fermée, l'homme peut avoir l'impression intellectuelle, égocentrique qu'il a le contrôle sur la vie, et à ce moment-là, on lui dénotera au cours de la vie qu'il n'a pas le contrôle sur la vie. Dans la programmation ouverte, par contre, l'homme peut avoir l'impression qu'il a le contrôle sur sa vie, ou qu'il est capable de l'avoir, et il réalisera qu'il n'a pas la volonté suffisante pour le faire. Il réalisera qu'il n'est pas aussi puissant intérieurement qu'il croit. Il réalisera qu'il n'est pas aussi puissant qu'il devrait être. Il réalisera qu'il n'a pas autant de volonté qu'il voudrait avoir. Il réalisera qu'il n'est pas aussi intelligent qu'il pense l'être. Ainsi de suite. Donc, on le brûlera graduellement dans ses illusions. Et s'il est capable de dépasser ces illusions-là, ben à ce moment-là, il passera dans une programmation créative, c'est-à-dire dans un état de conscience de plus en plus fusionné avec la source, et ça, ce sera l'expression créative sur le plan matériel de l'homme nouveau. On a souvent dans l'expérience d'une vie une sorte de recherche intérieure d'avoir de la volonté, d'avoir une sorte d'autorité sur les vies. Et je me pose la question, quand on parle de programmation, s'il est réellement possible de donner un sens au mot volonté quand tout est programmé. Oui, effectivement. La volonté, c'est une très grande chose. Seulement, la volonté, elle devient utile chez l'homme lorsqu'elle se personnifie. Le problème avec les gens, c'est qu'ils ne sont pas capables de personnifier leur volonté. Leur volonté, c'est une sorte de chapeau qu'ils portent ou qu'ils veulent porter. C'est une sorte d'attitude mentale en force qu'ils veulent exécuter. Ce n'est pas personnalisé, dans ce sens que ce n'est pas leur capacité intégrale d'abattre les obstacles dans leur vie. Une volonté, ce que j'appelle en tout cas moi, une volonté, c'est cette disposition du mental humain éveillé à sa conscience ou aux lois de la conscience ou aux lois de la vie,
qui permet à l'homme de neutraliser toute forme de programmation. Un homme qui a de la volonté ne peut pas subir, contre son gré, au-delà de la mesure qu'il veut supporter, l'impunité de la vie, ou la programmation astrale de la vie, ou la programmation mentale de la vie, ou la programmation astrologique de la vie. L'homme qui a une programmation créative ou qui est dans une conscience créative n'est pas capable de supporter la vie en opposition avec sa volonté. Il n'est pas capable. Donc à ce moment-là, il est prêt, il est capable, il est en puissance d'altérer quelque programmation que ce soit que la vie lui enverrait. C'est là qu'il tombe dans sa puissance créative et qu'il est capable de manipuler des énergies ou des forces qui lui permettront de garder à l'écart de son expérience des aspects d'une autre expérience programmée qui serait pour lui extrêmement difficile, extrêmement punitive, extrêmement pesante, lourde. Donc, mais pour en arriver à cette volonté, pour en arriver à cette force ou à cette puissance intérieure, il ne faut pas que l'homme ait d'illusion à aucun niveau, ni par rapport à son intérieur et ni par rapport aux hommes, ni par rapport à la société. L'homme ne peut pas vivre d'illusion par rapport à quoi que ce soit. Il faut qu'il ait réellement une conscience intégrale. Intégrale veut dire quoi? Intégrale veut dire une conscience qui ne supporte aucun obstacle, aucun obstacle. C'est ça une conscience intégrale. Là, vous allez dire, il y a toutes sortes d'obstacles, il y en a toujours des obstacles. Selon le niveau d'évolution de l'homme, il réussira à les neutraliser. Mais dans la mesure où il ne subit pas, ou dans la mesure où il ne succombe pas à des illusions personnelles d'une sorte ou d'une autre, ou à des illusions extérieures qui lui sont posées. Et ça demande un très haut niveau de centricité, ça demande une capacité chez l'être humain d'être totalement centrique. J'en viens à me poser la question, est-ce qu'un être centrique voit défiler une programmation qui devient un obstacle en soi, mais lui, intérieurement, ne se sent pas programmé? Est-ce que c'est un peu ça que vous voulez dire? C'est qu'en personnifiant une volonté ou en donnant une centricité à sa vie, l'être, devant une programmation qui fait répéter des événements et des événements, il agit sur l'événement, mais il ne se sent pas pénétré par l'événement. Est-ce que c'est cela que vous voulez dire? C'est parce que l'être qui est programmé devant l'obstacle ou l'événement, il personnifie ou il se pense l'obstacle. Il pense que l'obstacle c'est lui, c'est de sa faute, qu'il est coupable, que c'est à cause de lui. Tandis que l'être fort dont vous parlez, c'est un être qui semble... Oui, mais même l'être qui est en dehors de la programmation fermée ou qui est dans une programmation ouverte commence à réaliser que les obstacles, comme vous dites, ne font pas partie de lui, mais ils font partie de lui. La plus grande illusion de toute forme de programmation, c'est de pouvoir s'imaginer que les obstacles font partie de la programmation. Les programmations, c'est une mesure, c'est une démesure de soi-même. La programmation, si elle a des obstacles ou si elle présente des obstacles, c'est parce que nous, en nous-mêmes, nous avons des obstacles. Autrement dit, la programmation, c'est une illusion cosmique imposée à l'homme sur la terre. Autrement dit, dans la mesure où l'homme vit des illusions à un niveau ou à un autre, il vivra de la programmation. OK. Donc, l'événement qui se produit dans notre vie, qui est un obstacle en soi, est généré par nous, ou du moins, elle est l'expression de quelque état ou vibration que l'on a. C'est ça que vous dites là. Ouais, elle est en fonction de nos besoins intérieurs d'évoluer. D'évoluer. Bon, ça a énormément de conséquences, là.
se répète et qu'il est un obstacle négatif ou positif, c'est qu'il y a quelque chose dans l'individu qui doit prendre conscience de l'invisible de cette dimension. Bon, j'aimerais que vous nous expliquiez la connexion entre l'événement de la vie d'un individu et cette relation avec l'invisible de l'être. Parce que, dans un sens, j'ai l'impression qu'on a un certain contrôle sur les vies si on part de nous-mêmes face aux obstacles de notre vie. C'est-à-dire que s'il y a des obstacles dans notre vie, plutôt que penser que c'est les autres qui les ont provoqués ou que c'est les vies qui nous les ont mis, là, on sait que c'est à partir de nous-mêmes, en travaillant sur nous-mêmes, qu'on peut changer la nature de la situation des choses. Mais il faut connaître le contact, la relation entre l'aspect invisible dont vous parlez, la force dont vous parlez, et le changement qu'on doit opérer sur une programmation. Il faut que je vois le chaînon, là. On ne peut pas travailler sur un événement extérieur, qui nous apparaît extérieur. Vous nous dites, nous, l'expérience difficile ou facile qu'on a, qui est une programmation, c'est en relation avec une vibration, un besoin personnel. Donc, si on change notre état, on change l'événement. Ou l'événement va changer. C'est le corollaire qui va avec. Là. Mais la relation. C'est quoi votre question? Ma question, c'est, je veux absolument savoir comment un être peut changer ou est capable de changer une programmation qui se répète tout le temps. Une personne vit des problèmes affectifs, vit des problèmes de travail, vit des problèmes de finances, et ça revient tout le temps. Une personne, exemple, je suis astrologue, qui est Capricorne, va avoir des problèmes de délai dans sa finance, dans son couple, dans sa vie sociale, il va passer sa vie à attendre. Qu'est-ce qu'il peut faire, cet individu-là, pour changer cette situation d'attente en une situation qui est facile, qui est instantanée? Mais il faut qu'intérieurement, là, vous dites qu'il faut qu'intérieurement, il y ait une force en quelque part qui modifie un état ou une vibration. Qu'est-ce qu'il faut que l'individu ait dans le mental pour changer la situation de son état personnel, pour que les événements changent dans sa vie? Il faut qu'il soit en puissance dans le mental, dans ce sens que dans le mental, quelle que soit son expérience de vie, que ce soit en amour, en finance ou quoi que ce soit, dans le mental, là où il vit l'obstacle, il faut qu'il le détruise. Comment on fait ça? Comment on détruit un obstacle? Oui. Ça ne se questionne pas comment on détruit un obstacle. Ça ne se questionne pas. Non. C'est un état. Détruire un obstacle, c'est une compensation psychique pour l'amertume que l'on vit dans le plan matériel ou pour la souffrance. Donc, détruire un obstacle, c'est pas une attitude psychologique. Vous ne pouvez pas détruire un obstacle avec une attitude psychologique renforcée. Détruire un obstacle, c'est éliminer de sa vie l'ordure de cet obstacle. Puis ça ne reviendra plus jamais, là. Non, impossible. Donc on change notre vie, là. Vous changez votre vie Bon, à ce moment-là. C'est ça. Le problème avec les gens, c'est que les gens ne changent pas leur vie, ils taponnent avec. L'homme ne change pas sa vie. Changer sa vie, ça veut dire se lancer dans le vide de sa conscience créative. Mais l'homme ne fait pas ça. Il taponne, il déplace les meubles, il replace les peintures, il réorganise la maison, sa maison intérieure. Mm-hmm. Mais il ne fout pas les meubles à la porte, il ne fout pas les peintures à la porte. Il dit, mais cette peinture-là, elle a une petite valeur, ou ce meuble-là, il a une petite valeur. Il y a toujours, les choses ont toujours pour lui une petite valeur. Mm-hmm. Et pour réellement rentrer dans cette conscience ou dans cette force-là, il faut que rien n'ait de la valeur, que soit. Et quand je dis que soit, je veux dire que ça paie. Un homme qui met sa paix en balance dans la vie ne peut pas avoir la paix. Ça ne se trafique pas de la paix. Mm-hmm. Mais on passe notre vie à trafiquer notre paix. Notre vie. Et on est très habile à trafiquer notre paix. Si on est heureux pour 2-3 semaines, 2-3 mois, 2-3 ans, ça marche. Combien de gens vont rencontrer des gens, d'hommes vont rencontrer de femmes, et ils ont un petit mouvement intérieur qui leur fait savoir que ce n'est pas la bonne personne pour eux. Mais ils vont aller for the ride pendant 2-3 ans. Mm-hmm. La fille va marier le gars parce qu'il a une bonne job. Ou le type va marier la fille parce qu'elle est jolie. Mm-hmm. Donc, on se compte constamment des histoires. Pourquoi? Parce qu'on a une certaine capacité de renflouement. Je me reprendrai la prochaine fois. Ça, vous pouvez faire ça quand vous êtes inconscient.
Vous pouvez de moins en moins faire ça quand vous devenez conscient. Et quand vous êtes intelligent, c'est fini. Vous ne pouvez plus faire ça. D'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes intelligent. OK. Bon, là, il y a un aspect très intéressant. Vous nous dites, si on ne trafique pas avec la paix, là, si on ne fait pas de négociation avec les événements qui nous créent une sorte d'importunage, si on est importuné par un événement, si on ne négocie pas, puis qu'on vraiment on coupe de façon radicale, on change les vies. Si l'événement se répète, on ne trafique pas encore. Bon. Mais comment un individu peut être sûr, fondamentalement, que ce qu'il fait comme mouvement, c'est absolument ça? C'est ça le problème. C'est que les individus ne sont pas sûrs. Et pourquoi ils ne sont pas sûrs? Parce qu'ils ne sont pas intelligents. S'ils étaient intelligents, ils seraient sûrs. C'est ça être intelligent. Être intelligent, c'est pas avoir un doctorat à l'Université de Montréal. Être intelligent, c'est d'être capable de s'assurer de façon permanente de la continuité harmonique de notre propre vie personnelle. C'est ça être intelligent. Mais c'est pas convaincu, sûr. Être intelligent, ça se discute pas. Parce qu'il y a des gens qui se vendent des idées, puis je te dis que la conviction, ils l'ont forte. Être intelligent n'a rien à voir avec la conviction. La conviction, c'est une forme de pressure selling. On se vend personnellement des idées. On se convainc soi-même. C'est pas de l'intelligence, se convaincre. Ça change pas notre vie. Non. De l'intelligence, ça ne fait pas partie de la programmation, ni ouverte ni fermée. De l'intelligence, c'est la cassure. De l'intelligence, c'est la reprise par l'homme de ses droits de vie mentale, matérielle, émotive. C'est la reprise par l'homme de ses énergies, du contrôle de ses énergies. C'est ça de l'intelligence. Il reprend ses énergies face à qui ou face à quoi? Face à tout ce qui peut l'emmerder. Y compris que ce soit occulte, que ce soit matériel. Que ce soit de l'invisible et que ce soit matériel. Évidemment, reprendre le contrôle sur ce qui est matériel, c'est moins pire, mais reprendre le contrôle face à l'invisible, c'est plus délicat. Parce que l'invisible est extrêmement puissant, extrêmement intelligent, extrêmement subtil, et l'homme devient intelligent dans la mesure où il en arrive à assujettir l'invisible à sa volonté. Parce que assujettir l'invisible à sa volonté, c'est lui faire dire ce qu'on veut. Non. Assujettir l'invisible à sa volonté, c'est amener son énergie dans la vie à le servir intégralement, à tous les niveaux. Fait qu'il faut que ça soit bien concret. Ben oui, sinon c'est de la philosophie. Ouais. C'est de la philosophie, c'est de la psychologie, c'est du rembourrage, ce n'est pas réel. Il faut que ce soit réel de l'intelligence. C'est très compliqué de changer sa vie. Non, c'est très facile. Seulement pour l'homme, c'est très compliqué. Ça apparaît très compliqué, mais c'est très facile. C'est parce qu'à la fois, il faut trancher dans des situations, puis il faut être sûr que quand on tranche, ça n'a pas de conséquences à long terme. Oui, mais l'homme est intelligent quand l'homme tranche, quand l'homme prend des décisions, à partir du moment où l'homme a une certaine conscience qu'il est suffisamment dans son intelligence, quand il prend des décisions, il les prend toujours, ces décisions, par rapport à des paramètres qui doivent qui doivent demeurer dans un certain équilibre, si c'est bon que ce soit ainsi. Ceci ne veut pas dire qu'un homme qui est dans une conscience intégrale se fout de tout le monde et qui prend des décisions, qui coupe les arbres à gauche et à droite. Non. Il a une bonne mesure de la portée de ses actions. Par contre, il est émotivement invulnérable à ses décisions mentales supérieures. Dans le cas où, parce que moi ce qui m'intéresse c'est de savoir comment on peut changer la programmation, dans le cas où l'individu veut vraiment faire un arrêt à un obstacle, veut vraiment briser un obstacle, est-ce qu'il lui est donné, là j'essaie de comprendre s'il y a une loi occulte, là, est-ce qu'il lui est donné la chance, entre guillemets, de faire un essai pour voir s'il prend la bonne décision? Ou il prend une bonne décision puis c'est forever? Il peut-il essayer? Je comprends pas votre question. Elle est trop occulte pour moi.
C'est parce qu'il y a des gens qui veulent savoir, ils veulent, disons, penser à ça dans leur vie. Ils veulent savoir s'ils sont corrects dans un mouvement. Est-ce que quand on prend une bonne décision pour changer quelque chose dans notre vie, on peut l'essayer une fois pour voir, ou si le jour où l'individu prend des bonnes décisions, il va prendre des bonnes décisions dans tout le reste de sa vie, pour le reste de ses jours. Si vous prenez une décision pour voir si vous êtes correct, vous n'êtes pas correct en partant. Donc, on n'a pas le droit à un essai. Dans les plans occultes, on n'a pas le droit à un essai. Ah non, non, non. Vous avez droit à des essais, d'ailleurs, vous les prenez d'une façon... mais ça, c'est des expériences. régulière. Oui, mais ça, c'est des expériences. Là. C'est ça que vous appelez des expériences. C'est ça, des expériences. Ouais, ouais. Donc, un individu qui veut sortir de l'expérience, ça se passe instantanément. C'est une fois, puis c'est fini. Puis c'est pour toujours, pour le reste de ses jours. Ah oui, ah oui. Donc, le jour où il prend une bonne décision, il va prendre 1 million de bonnes décisions dans le futur, parce que finalement, ce jour-là, c'est réglé. Il a réglé une partie de sa décision. Ah, c'est pas final. Non, parce qu'il y en a d'autres. C'est comme... il y en a d'autres. Fait que ça Il y en marche- a d'autres jusqu'au moment où il y en a... Il y en a toujours d'autres, seulement qu'avec le temps, ça devient très facile de régler les autres. OK, fait que ça marche par secteur. Là. On prend une Ben, bonne... écoutez, il y a beaucoup d'expériences dans la vie, il y a beaucoup d'événements qui se passent dans la vie, il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup de choses, La vie, c'est très complexe. Mais à partir du moment où l'homme a pris conscience de la prise de décision intégrale, à ce moment-là, ça devient très facile pour lui de prendre des autres décisions. C'est la première et la seule décision qu'il faut prendre, qui est la plus importante. Il y a une seule décision dans la vie qu'il faut être capable de prendre. Il y a une décision clé. Il y a une décision clé, oui. Effectivement, il y a une décision clé. Puis les autres, ben, ce sont des sous-clés, ce sont des rappels de cette clé fondamentale. Okay. Et si l'homme n'a pas pris cette décision clé, les décisions qu'il prend sont d'ordre expérientiel. OK. La décision clé, là. Il y a du monde en attente, je le sens. La décision clé, est-ce que c'est par rapport à un événement personnel dans notre vie ou si c'est une décision par rapport à une condition de vie qui peut être généralisée pour tout le monde? Ça dépend des individus. Ça dépend avec quoi. Ça dépend avec qui vous traitez. Ça dépend avec quoi vous traitez. Pour les hommes en général, la décision clé a à voir avec eux-mêmes. Pour un initié, par exemple, la décision clé aurait à voir avec les forces directes. Ah, OK. Mais pour l'homme en général, la décision clé a à voir avec eux-mêmes. Quand vous dites eux-mêmes, ça ne sous-tend pas les forces. Ça sous-tend les forces, mais à travers eux-mêmes. Tandis que pour un initié en fusion, ça sous-tend les forces, point final. Alors, pour l'homme, ça sous-tend qu'il a une décision à prendre par rapport à lui-même, quelque part. Dans le sens qu'il y a une faille qui doit être éliminée de cette vie. Une faille. Une seule. Une qui peut mener à des embranchements. C'est ça, Mais il y a une faille. Et cette faille, elle doit être cassée. OK. Donc, on peut dire qu'un être humain a une seule faille à vraiment prendre une décision. Oui. Ça, c'est vrai pour tout le monde. Oui. On ne peut pas avoir 2 failles, on ne peut pas avoir 3 failles. Aucun homme n'a 2 failles. On a une faille avec plusieurs embranchements. Avec plusieurs embranchements. Parfait. Comment peut-on identifier la faille de notre vie? Est-ce que c'est multiple? Est-ce qu'il y a des millions de failles différentes? Ou s'il y a des modèles de failles qui se ressemblent une dans l'autre? La faille s'identifie dans la résultante de ses composantes expérientielles. Autrement dit, la faille, elle s'identifie au fur et à mesure où l'homme avance dans la vie et il arrive à un point, à un niveau où tout s'effondre. Tout s'effondre, je veux dire, au niveau matériel? Tout s'effondre. Autrement dit, l'homme arrive à un point dans sa vie où tout s'effondre. Bon, je donne un exemple. L'homme grandit, il se marie, il y a des enfants, il y a la famille, et un jour, ce rêve ou cet idéal, tout casse. Boum. Bon, alors, il y a une faille qui mène là. Au niveau du travail, c'est la même chose. L'homme, il a le job, ça va bien, il travaille, fait bon salaire, et un jour, hop, ça casse. La faille amène, elle se développe, la faille. Okay. Et elle crée des embranchements. Et à un certain moment de la vie, l'homme aura à prendre des décisions majeures. C'est là que la faille sera prise en considération. Donc, il ne prend pas une décision sur des faits.
Le fait est le déclencheur, là. Le fait est simplement le déclencheur. Il prendra une décision par rapport à la faille. OK. On dit par exemple souvent que des hommes ou des êtres qui ont eu de très grandes expériences bouleversantes ont été changés après cette expérience. Okay. C'est la faille. Ils ont pris une décision sur cette faille-là. Ils ont été obligés, ou sinon ils seraient descendus par en bas. OK. Est-ce que la faille se révèle dans la mort ou face à la mort? Dans la faille, vous vivez où l'homme vit la mort de l'ego, à un niveau ou à un autre. Mais est-ce que ça peut aller jusqu'à une peur ou une crainte de mort physique? Ou c'est une expérience de mort physique? Est-ce que ça peut aller jusque-là? Ça peut aller n'importe où. Mais est-ce que c'est nécessaire? Ça dépend de l'expérience, ça dépend de la programmation. Donc, il n'est pas nécessaire d'aller vivre une torture mentale ou physique. On peut identifier sa faille autrement. Mais c'est parce que j'ai pas l'impression que ça peut être si facile que ça de savoir la faille, parce qu'il y a des gens qui cherchent dans les embranchements pas mal avant de se rendre à l'arbre. Mais l'arbre en question, est-ce qu'il est essentiellement émotionnel? L'arbre, la faille, elle est toujours reliée à une façon de penser de soi. Ah, c'est une façon de penser. Ouais. Elle est toujours reliée à une façon de penser de soi. C'est une façon de se voir? C'est une façon de s'évaluer. De s'évaluer. Ou d'évaluer la vie par rapport à soi. OK. Donc, on peut dire, ça c'est global, là, on peut dire qu'un être qui veut identifier sa programmation ou la faille dans sa programmation n'a qu'à regarder comment il pense de lui, ce qu'il pense de lui, et il va voir sa faille. Non. Non? Il faut qu'il vive certaines expériences pour la voir, la faille. Une faille, ça ne se voit pas sans l'expérience de vie qui mène à sa découverte. Parler de soi, ça ne serait pas suffisant si quelqu'un nous enregistre? Là? Non. Vous pouvez parler de vous-même toute votre vie, puis vous allez rester aussi inconscient et incompétent. Ouais. Aussi fêlé. Aussi fêlé. C'est dans l'action que la faille, que l'homme va découvrir sa faille. Okay. Et là, à ce moment-là, il va voir que, effectivement, bon, je donne un exemple. Bon, on sait très bien, par exemple, comment l'être humain, le mâle, l'homme, l'homme peut réagir de façon très difficile à une expérience où, par exemple, sa femme ou son ami de fille va le flanquer là. De rejet, oui. Surtout s'il est gros puis il est grand, s'il y a tout ça là. Bon. Donc, si un homme qui se fait plaquer par la petite femme délicate, ça crée un choc. Et dans cette expérience-là, il peut voir la faille. Ou un homme qui avait des grands espoirs de réussite et qui s'aperçoit qu'il ne fout rien dans la vie, que dans la compagnie où il vit, on l'a complètement mis de côté, ça peut créer un choc qui va lui faire sentir la faille. Donc, ça prend des événements pour catalyser l'expérience et faire naître le contour de la faille. Et là, à ce moment-là, l'homme est face à face avec la faille. S'il est capable de passer à travers la faille, il va aller plus loin dans l'expérience. S'il n'est pas capable, il va aller par en bas. Okay. Ça fait partie de la programmation. Donc, l'individu qui s'évalue par rapport à un événement, dont des individus en font partie dans cet événement, l'être, dès qu'il s'évalue en relation avec ça, il est exposé à sa faille. Bon, la décision n'est pas dans l'événement à ce moment-là. La décision se fait dans l'individu. La décision se fait dans l'individu, chez l'individu, par rapport à l'événement, qu'il n'est pas en général capable de contenir tout de suite. Il souffre de sa pensée, généralement. Il souffre complètement et totalement de sa pensée. Il est même totalement embriqué dans sa pensée. Il est même totalement astralisé dans sa pensée. D'ailleurs, à ce moment-là, la pensée est très astralisée. Très, très, très astralisée. C'est là que l'homme est le plus astralisé. C'est là que l'homme fait face à ce que j'appellerais son complexe napoléonique. Dans le sens que tout homme, tout être, dans sa vie, a un certain sentiment de grandeur, de puissance, d'êtreté, de valeur. Et là, dans cette expérience-là, face à cette faille, il vit le complexe. Il s'aperçoit que il fait face à un Waterloo. OK. Et c'est là qu'il se voit de plus en plus comme petit Napoléon, qui devient avec le temps petit poltron, et c'est tout.
La façon que je le comprends, c'est que l'individu n'a pas à prendre une décision sur l'événement. Mais il n'est pas capable. OK, il n'est pas capable de sa pensée. Il est trop troublé. Comment un être qui est troublé dans sa pensée peut en arriver à prendre une décision qui finalement m'apparaît être une décision sur la pensée? Avec le temps. Avec le temps, le taux vibratoire du mental change, le taux vibratoire du corps émotionnel change. Donc sa conscience change, son état d'esprit change. Et là, il voit plus clair. Et là, ça devient plus facile. Mais, parce qu'il n'y a plus de choix. Elle l'a flanqué là, anyway. Elle ne va plus revenir, la douce. OK, mais c'est pas en changeant de personne qu'il va régler son problème. Ça peut aider. Ça peut aider. Oui. C'est une patch. Non. En changeant de personne, ça peut aider dans ce sens que ça va rebalancer ses vibrations. Vous savez, on dit souvent, il y a des gens qui disent souvent, ah ben moi, surtout les anciens, les gens de l'âge d'or, ils disent, ah ben moi j'étais marié 40 ans, j'ai aimé ma femme, j'ai aimé mon mari, j'aurai jamais d'autre homme dans ma vie aussi fin que lui. Mais ça, ce sont des illusions. Alors, il y a beaucoup d'hommes ou de femmes qui, s'ils avaient rencontré des personnes après, disons, la disparition malencontreuse de leur bien-aimé, auraient continué leur vie et auraient vieilli beaucoup moins lentement, ainsi de suite. Donc, il y a toujours une façon de rebalancer ses énergies. Et l'homme ne sait pas trop comment balancer ses énergies. Donc, si dans le cas que vous m'expliquez, le type rencontre une autre personne, à ce moment-là, bon, ça va faciliter le passage. Mais il est toujours pris avec sa mémoire. Il va être pris avec sa mémoire dans la mesure, et ça dépend de lui. S'il n'est pas assez intelligent, il va être pris avec sa mémoire. S'il est suffisamment intelligent, il va mettre la mémoire de côté et il va se faire une autre vie. Et ça dépend de l'évolution de l'âme. Et ça dépend aussi de sa capacité d'être astralisé. Mais je reviens quand même au fait de la décision. Si l'individu décide de refaire sa vie dans un cas comme celui-ci, et qu'il n'a pas le problème de la mémoire en question, est-ce que cette décision-là lui fait changer de vie? Le fait de changer de relation au niveau couple, entre autres, là, et puis de ne pas se lier à une mémoire, de dire, bon, ben là, mon passé, c'est fini, j'oublie ça, c'est réglé, et je refais ma vie. Est-ce que ça, c'est une décision qui va direct à la faille dont on parlait? C'est une décision qui va aider. Ah, c'est pas encore assez. Non. Pour qu'il puisse être totalement libre de cette condition-là, il faut qu'il réorganise totalement sa vie. La réorganiser, la reprendre sous son contrôle. Ça voudrait dire quoi, là, dans l'événement? Ça veut dire être libre dans le mémoriel de son passé. Ça veut dire être libre des valeurs qu'il avait dans son mental par rapport à l'expérience. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est plus que la mémoire de l'événement passé, là. C'est toute sa façon de penser. Ah oui, c'est toute la façon de penser. C'est toute la façon de penser. C'est une autre vie. C'est une autre vie mentale. C'est une autre expérience. Est-ce qu'il faut qu'il change de pays? Pas nécessairement, mais il y en a qui le font, oui. Changer de culture? Changer, c'est changer. Il n'y a rien comme changer. Changer, c'est extraordinaire. Mais puis ça, c'est pas s'évader, là. Ah non, c'est pas s'évader. Changer, ça prend beaucoup de force intérieure. Quand on change. Quand on s'évade, c'est une autre chose. Mais quand on change, quelle différence entre les deux, là, s'évader puis changer? Changer, c'est aboutir. C'est aboutir à un point dans notre vie où on en aura le bol. Boum. C'est devenir partiellement ou grandement intelligent. Tandis que s'évader, c'est simplement s'évader. S'évader, c'est se tromper volontairement. Dans s'évader, est-ce que l'individu traîne son système? Ah oui, il traîne tout le système, il traîne tout. Il se souvient de tout. Ah, il se souvient de tout. Ah ouais. S'évader, c'est terrible. Parce que t'amènes ta tête, c'est une illusion, s'évader. Fait que la fameuse décision, là, pour la faire, là, c'est seulement que la personne avec elle-même qui peut la prendre. Elle ne peut pas être aidée. Ah non, elle peut pas être aidée. Elle peut être conseillée, mais au début, elle va rejeter les conseils. Ouais. Parce que dans l'état où elle est, elle ne peut pas les voir. Okay. Dans l'état où elle est, elle ne peut pas les mesurer. C'est dans la souffrance qu'elle va pouvoir les voir et les mesurer et en prendre conscience. Les conseils, c'est bon simplement pour aligner les gens, mais ça ne vaut absolument rien. Quand vous dites ça ne vaut absolument rien, ça ne vaut absolument rien. Rentrez donc dans le détail. Mais les conseils, ça ne vaut rien. Les gens passent leur vie à lire de l'information ou à chercher des conseils. Ben oui, mais c'est parce qu'ils n'ont pas de centre de gravité. Donc, ils vont en chercher chez les autres. Ben, ça fait quelque chose à ce moment-là, les conseils. Ça maintient simplement le statu quo de leur imbécilité. C'est-à-dire que ces gens-là, pas de conseils ou pas d'informations, seraient obligés de faire face plus vite. Pour qu'une personne
pour qu'un conseil soit utile, Oui. il faut qu'il soit actualisé. Si moi, je vais vous voir pour un conseil, vous me donnez un conseil, je pars avec, je m'en marche. À ce moment-là, ce n'est plus un conseil, c'est une instruction. OK. Vous m'instruisez. Vous me dites, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Si je suis capable de faire ça, à ce moment-là, c'est plus un conseil, c'est de l'instruction. Alors que les gens ne vivent pas d'instruction, ils vivent de conseils. Moi, je connais une personne qui est très, très, très bonne, très grande voyante d'ailleurs, et ainsi de suite, et qui donnait ce que vous appelez des conseils à des gens, et s'apercevant que les gens n'étaient pas capables d'actualiser, elle a cessé ça. OK. Donc, fondamentalement, une personne qui se nourrit de conseils, elle est comme finalement une personne qui essaie de gagner du temps. Une personne qui se nourrit de conseils, c'est une personne qui est faible, primo, et qui cherche à gagner du temps, et qui, en troisième lieu, peut être très, 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 très sincère par rapport au conseil, mais n'a pas la volonté d'actualiser. Bon. Partant de ce point-là, vous me dites que si une personne donne un conseil qui devient de l'instruction, donc si une personne instruit quelqu'un, sous-tendant évidemment que la personne qui reçoit le conseil actualise, cette personne qui reçoit l'instruction, est-ce qu'elle peut casser ou éliminer la faille? Elle cassera la faille. Donc l'intervention d'une tierce personne, d'une autre personne, peut effectivement nous aider à... Dépendant de son niveau d'intelligence et de volonté. Okay. Parce que ce qui est facile pour celui qui instruit n'est pas nécessairement facile pour celui qui reçoit l'instruction. Par contre, moi je prends l'expérience de ma fille, puisque ça fait partie de ma famille. Moi je ne donne jamais de conseils à ma fille. Je l'instruis. Genre je dis, bah, ça. Comme ça, elle le fait. Donc, elle sauve énormément de temps. Si lui disant telle chose, ça devenait pour elle des conseils, je perdrais mon temps. Quand vous instruisez votre fille, vous avez toujours finalement une sorte d'information qu'elle peut contenir. Je lui donne une sorte d'information qu'elle est capable d'actualiser. Comme je lui disais dernièrement, bon, j'ai dit, on va faire un jeu ensemble. On fait au niveau de ses études. J'ai dit, on fait le jeu du général et du soldat. Alors moi, je te fais un programme d'attaque. Toi, tu es le soldat. Tu actualises. Si tu fais ça, à 19 ans, tu atteins tel niveau, 21 ans, tel niveau, 24 ans, tel niveau, ainsi de suite, dans tes études. Et pour elle, c'est très normal, parce que je l'ai éduquée comme ça depuis qu'elle est jeune. Et comme je la connais très bien,